Salut à vous, zépheurs, zépheuses de tous horizons, vous êtes bien sur Studio Zeph 91.10 et aujourd'hui, on vous emmène en promenade en bord de Cisse. On vous propose de suivre une classe de l'école du paysage lors de sa visite de la zone humide des Rinceaux à Molyneuf. Avec nous, deux spécialistes pour nous expliquer le fonctionnement d'une zone humide et l'histoire de ce site en particulier. Il s'agit de Ludovic Cognard et de Valentin Bahé, les deux techniciens de rivière du syndicat mixte du bassin de la Cisse qui accompagnent ce projet de zone humide depuis ses débuts en 2011. Et pour commencer, une présentation générale du site qui est passé par beaucoup d'étapes avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. La zone humide des Rinceaux s'étend sur 10 hectares qui sont quasi-totalité de propriété communale. Alors c'était pas le cas il y a 10-15 ans. La commune a eu une volonté d'acquérir progressivement les petites parcelles pour en faire donc une zone humide d'un seul tenant. On a un obstacle à l'écoulement qui est le moulin de Bury ici, et la zone en fait est longée par la rivière, par la Cisse, sur environ 350 mètres. Entre le XIIe et le XIVe siècle, le pouvoir local et les moines ont décidé de mettre ce qu'on appelle mettre en bief, donc c'est-à-dire détourner la rivière en la mettant un peu plus haut, de façon à créer une chute artificielle, pour créer des moulins, qui étaient la seule source d'énergie à l'époque. Ici, sur le secteur, principalement, c'est pour l'activité meunière qu'on a créé ces moulins. Donc sur la Cisse, on a eu jusqu'à 300 des moulins. Il n'y a plus que 48 relictuels qui n'ont plus du tout aucune utilité en termes de création d'activité meunière. Ensuite, le site a été utilisé donc pour l'élevage et puis pour la valorisation des roselières. C'est-à-dire que progressivement, là où passait la rivière, on a une zone humide qui s'est installée. Et progressivement, à la suite du recalibrage de la Cisse, donc on a encore plus élargi le cours d'eau, on a valorisé de manière agricole le site. Et puis à compter des années 80, avec le développement de l'agriculture intensive, le site finalement est devenu inintéressant pour la culture. Donc il y a eu un abandon progressif et une utilisation, comme beaucoup de zones humides, sur la Cisse, mais aussi sur d'autres cours d'eau. C'est devenu une décharge. Lors des travaux, on a trouvé des cuves à fioul, des déchets, souvent des déchets industriels de type de chantier, des déchets inertes. Donc en fait, on utilisait ce site pour cacher les choses qu'on ne voulait pas voir. Et puis, progressivement, quand même, l'État s'est quand même un peu plus intéressé aux zones humides, puisqu'on a perdu quand même une grosse partie de nos zones humides progressivement donc dans ces années-là. Donc le département et puis la commune de Molyneuf a commencé à nettoyer. Alors je vous dis, elle a commencé à nettoyer tout simplement parce que il y a eu la création d'une station d'épuration sur le secteur. Il y a eu des problématiques réglementaires sur la création de cette station d'épuration, et donc en échange, on va dire, dans la négociation, il a fallu nettoyer l'ensemble du site. Et puis ensuite, une fois que la station d'épuration a été faite, il y a eu encore un abandon, et là cette fois, on a vu arriver, notamment sur le secteur nord de la zone humide, progressivement une végétalisation qui s'est faite, une fermeture du milieu. Et le site a été utilisé surtout pour la chasse. Et puis en 2011, la commune en fait, a souhaité intervenir sur le site parce que l'abandon progressif devenait vraiment... alors il y avait un risque en termes de peupliers qui commençait à tomber un peu dans tous les sens. Le site était en train de se fermer progressivement. Et donc la commune avait déjà entamé sa politique d'acquisition foncière et souhaitait valoriser ce secteur-là. Donc nous, notre objectif opérationnel, c'était de faire en sorte que le site retrouve une diversité de milieux importante, soit reconnecté d'un point de vue hydraulique, de façon à ce que la zone humide ne s'assèche pas trop vite, et également répondre à la demande locale qui était de valoriser le site d'un point de vue pédagogique. C'est pas très bien perçu, zone humide. Zone humide, c'est insalubre. Il y a des moustiques, on ne peut pas pénétrer dedans. Voilà. D'ailleurs, vous verrez, les panneaux de la commune ne parlent pas de zone humide. Alors nous, on a mis nos panneaux aux zones humides, mais la valorisation du site, elle est faite sous la forme de sentier pédagogique des Rinceaux, le sentier de découverte des Rinceaux, ou la promenade des Rinceaux.
Ça en dit long sur ce qu'on pense des zones humides, malgré leur intérêt écologique en termes d'épuration de l'eau, en termes d'intérêt aussi patrimonial pour les espèces. Malgré tous ces intérêts-là, les zones humides sont toujours considérées comme étant un endroit où il faut éviter d'y aller, c'est sale. Vous allez voir, c'est sale d'ailleurs. C'est un endroit qui est porte de Bolinneuf ou porte de Blois, c'est intéressant, etc. Mais c'est en train de se fermer, donc l'abandon, c'est pas bien. Donc la demande initiale, ce serait bien de réouvrir cette zone, de sécuriser le site pour l'ouvrir au public. Donc il y avait quand même cette idée de valorisation pour le public, parce qu'on sentait quand même qu'il y avait un intérêt. Et il y a aussi une problématique de renforcement de berge sur le bief amont, puisque comme il y a un ouvrage, il y avait aussi des problématiques d'érosion de berge. L'ouvrage de retenue également posait un souci d'un point de vue réglementaire, puisque c'est un ouvrage qui doit faire 1,50 m en termes de hauteur de chute d'eau. Et là, pour une chute d'eau d'1,50 m, vous n'avez pas beaucoup de poissons qui peut passer par ici. Sachant qu'il y a un ouvrage tous les 800 mètres, vous imaginez la difficulté pour un poisson de retrouver les zones de reproduction en amont. C'est très très compliqué. Et puis également une migration, une perturbation sur la transparence sédimentaire. En amont, sur la zone amont, vous avez une épaisseur de vase qui est assez importante. Ça, c'est lié au fait que l'ouvrage est rarement ouvert. Donc nous, notre objectif opérationnel, c'était de faire en sorte que le site retrouve une diversité de milieux importante, soit reconnecté d'un point de vue hydraulique, de façon à ce que la zone humide ne s'assèche pas trop vite, et également répondre à la demande locale qui était de valoriser le site d'un point de vue pédagogique. Donc il y a eu 4 phases de travaux sur ce site, des phases d'état des lieux, d'études préalables. En 2010, la commune de Bolinneuf fait appel au CDPNE pour déjà commencer à débroussailler le projet, voir ce qui serait faisable. Donc là, les travaux qui ont été faits par le CDPNE, c'est un inventaire global écologique pour voir un petit peu ce qui se passait sur le site, et puis commencer à réfléchir sur ce qui pourrait être fait. Ensuite, la commune est venue nous voir, nous syndicats, pour commencer à travailler sur la phase opérationnelle, commencer à expliquer ce qu'on pourrait faire comme travaux, comme type de travaux, débloquer les situations de conflit, notamment avec les chasseurs. Tout ça, ça prend du temps, ça a pris 2010-2011. Ensuite, la phase de restauration fonctionnelle du site, avec l'ouverture du milieu. Donc l'idée était de débroussailler de manière sélective, de travailler par mosaïque de milieu. Donc l'idée étant à la fois de commencer à implanter les premiers sentiers pédagogiques, et puis d'ouvrir des milieux qui étaient en train de se refermer, comme la Carissait, on ira voir sur site. La création d'une mare refuge d'environ 2200 m². Donc là, l'idée était de créer un point d'eau permanent en plein milieu du site, de façon à ce qu'on puisse offrir un lieu de ponte pour les batraciens. On savait qu'il y avait de la migration qui se faisait sur le site. L'idée était d'offrir un lieu de ponte qui soit permanent, alors qu'avant on n'avait pas de lieu de ponte permanent sur le secteur. Et puis une reconnexion hydraulique entre la rivière et la zone humide, qui permettait aussi de créer une sorte de bras de contournement. Ça permettait aux poissons d'éviter de devoir arriver bloqué sur l'ouvrage et de passer par le bras de contournement. On ira le voir aussi. À la demande aussi de la commune, toujours dans cette idée de valoriser la zone humide d'une manière pédagogique, on a mis en place des sentiers surélevés et un observatoire de la mare refuge. Donc sentiers surélevés, pourquoi ? Pour éviter le piétinement des visiteurs sur le site. Et donc nous en sommes à la phase 4, c'est-à-dire à la phase de suivi, puisque dans un projet il y a toujours des marges d'amélioration. Le suivi batracien, là il est en cours, hein, vous voyez le grand panneau comptage de grenouilles qui est réalisé par le Conservatoire des espaces naturels et l'association Loire-et-Cher Nature. Donc ça, chaque année, au mois de fin février, début mars, il y a un comptage de réaliser, pas que les grenouilles, hein, tous les batraciens en règle générale. Et puis en été, il y a aussi un travail sur toute la partie entomologie, les insectes, qui est réalisé, donc de façon à voir comment le site évolue, avec l'intervention qu'on a pu réaliser, comment est-ce que les espèces
s'adapte aux nouvelles conditions. Régulièrement, nous on accueille des écoles, des élus, on fait aussi des stages, quand on a des stagiaires, ils viennent aussi travailler sur ce site-là, et des partenaires, que ce soit l'agence de l'eau, la région, qui viennent assez souvent. On fait beaucoup de manifestations locales aussi pour sensibiliser les gens aux zones humides, mais avec un angle plutôt festif. Ça, c'est un peu notre plus-value au syndicat. Alors on organise des descentes de radeau en partenariat avec une association locale. Nous, bien souvent, on crée des activités, des ateliers pédagogiques de comptage, de découverte du milieu, en même temps que ces choses qui sont un peu plus, on va dire, légères. Donc voilà, j'ai fini avec ma présentation. Je pense que le mieux après c'est d'aller voir sur place. Big shivers, I had those wrong tears. You got to deliver me from those fears. Embrace my heaps, embrace my dreams, embrace me all. Make me believe there is something behind that wall. Just with a sigh, Igatina, you can make me try to make you proud and bring me to life. You gotta hold my hand, dear, and shake me. Make me find out how it should be, it should be. You gotta hold my hand, dear, and shake me. Make me find out how it should be, should be. The difference between us is leading my soul. It was obvious, but without you I had no goal. Most sorrows are not better, didn't go. Anyway, every time I learn how to go, I know harder, I know brother by you. Now nothing matters and I shiver. You gotta hold my hand, dear, and shake me. Make me find out how it should be, should be. You gotta hold my hand, dear, and shake me. Make me find out how it should be, should be. You gotta hold my hand. You gotta shake me. You gotta hold my hand. You gotta hold my hand, dear, and shake me. Make me find out how it should be, should be. You gotta hold my hand, dear, and shake me. Make me find out how it should be, should be. You gotta hold my hand, dear, and shake me. Make me find out how it should be, should be. You gotta hold my hand, dear, and shake me. Don't get me wrong. C'était Big Shivers du groupe Catfish, et puisqu'on parle de poissons-chats, allons voir s'il n'y en a pas quelques-uns qui se sont cachés dans la zone humide des Rinceaux. Donc voilà la zone humide des Rinceaux. Donc là l'intérêt en fait, ce panneau d'accueil, il visait aussi à la fois à sensibiliser les visiteurs aux questions liées aux zones humides, notamment à leur intérêt en termes faunistiques, floristiques, en termes d'épuration de l'eau, etc. Et puis de démontrer aussi que sur cette zone-là, on a notre fameuse mosaïque de milieu. Donc une zone plus sèche sur la partie amont, une zone beaucoup plus humide sur la partie aval. Donc nous, quand on a conçu le projet, sur les zones qui sont plus humides avec des espèces fragiles, on a mis en place les pilotis, et là où les espèces étaient moins fragiles et en tout cas moins humides, du coup on est parti plutôt sur des sentiers enherbés. On a voulu aussi faire quelque chose un peu de labyrinthe. Donc on s'amusera à perdre systématiquement on perd 2 ou 3 personnes. Donc voilà. Je choisirai des personnes. D'accord, c'est parfait. Okay. Vous avez déjà des noms donc. Et du coup, Ludovic, donc voilà. Ouais. L'ensemble des travaux ils ont été réalisés donc par une entreprise.
Par plusieurs entreprises. Plusieurs entreprises. Ouais, plusieurs Et entreprises. est-ce que c'est vous qui les avez conseillés techniquement sur quelle technique utiliser, comme par exemple, vous parlez du coup de décheminement, mais par exemple le type de bois qu'on utilise pour les cheminements ou le maintien des berges, vous parlez d'un nouveau bras qui a Ouais. été créé, est-ce que c'est Exact. vous qui les avez conseillés Oui, à en ce fait, niveau-là c'est un peu notre rôle, nous, en tant que maître d'œuvre. C'est-à-dire qu'on a conçu à la fois le projet et on a suivi les travaux. Et là sur la carto, c'est vrai qu'on voit bien l'ensemble de la diversité un petit peu des milieux qui est assez intéressante parce que dans nos territoires plus de plaine, on a rarement toute cette diversité sur un seul milieu. Et comme on disait en aparté tout à l'heure, ça nous sert du coup vraiment de maquette un petit peu géante. C'est pour ça qu'on emmène souvent les classes là. Ça permet à un seul endroit d'avoir à la fois cette diversité de milieux, mais aussi diversité de problématiques avec l'ouvrage du coup qui est présent mais qui permet aussi l'existence de zones humides. On a les pollutions avec la station d'épuration, on a des plantes envahissantes avec la grenouille du Japon qui est derrière, qui est en train de disparaître Comme par magie. au profit de la ronce. Au niveau sensibilisation, c'est un outil très intéressant. C'était un peu mon bébé, ce projet-là. C'est vrai que le premier relevé qu'on a fait, moi, je me souviens de venir là-dedans avec la machette. Impénétrable. Quasiment impénétrable, c'était pas évident. Vous avez ici la forêt de bois qui s'étend qui va jusqu'à Blois, dans laquelle en fait on avait depuis un moment une population de grenouilles rousses qui est donc une espèce qui est protégée au niveau national. Au niveau départemental qui est en voie pas d'extinction mais qui est très très fragilisée. Il n'y avait que 3 populations qui arrivaient à résister, donc une en Sologne, une dans le Perche et puis une ici dans les mares relictuelles, mais qui avait un peu de difficulté à diversifier sa population. Donc, d'où l'idée nous de créer la mare qu'on va aller voir. Alors le souci c'est que comme le fonctionnement des grenouilles rousses en fait elles vivent en milieu boisé, donc ici dans la forêt de bois, et ensuite au moment de la migration, de la reproduction, elle a besoin de se reproduire et d'aller dans les milieux humides. Une fois qu'elle aura fait son affaire, excusez-moi, elle repart dans son milieu forestier habituel. Et donc forcément, elle doit traverser la route qui est assez fréquentée. Donc actuellement, on a une association, Loir-et-Cher Nature, qui bosse. Donc c'est des relevés qui se font la nuit. Donc c'est loin d'être une promenade de santé. Et donc qui consiste à faire le comptage à la fois des points de passage. Donc on a a priori 2 points de passage. Un point qui se situe juste en face de la mare. Alors là c'est pour des espèces, ce qui a été répertorié, on va peut-être pas aller sur la route mais il y a des cadavres un peu partout. Les grenouilles rousses, les agiles qui passent surtout par ici, et puis le triton palmé également qu'on a pu aussi retrouver dans la mare, donc qui passe par ici. Et les crapauds communs, eux, passent plutôt du côté de Chambon. Alors ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Ce qui a été vu, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a plutôt un point de migration diversifié ici, donc qui va directement sur la zone humide, et un point de migration beaucoup plus individualisé, on va dire, pour les crapauds qui, eux, ont plutôt tendance à passer de l'autre côté. Ce qu'il faut voir, c'est que cette étude est importante, puisque si on veut vraiment que ce soit fonctionnel, ce fameux crapauduc, il faut viser au plus juste au niveau du passage. Il suffit qu'on se plante de quelques mètres pour que ça fausse complètement les choses et que du coup, ce crapauduc ne soit pas utilisé. Donc concrètement, un crapauduc, c'est une sorte de tube ou de passage qui est sous la route. Une entrée de ce côté-là, une sortie de ce côté-là. Et après, le bitume est remis par-dessus pour qu'il n'y ait pas de problème de circulation. Béatrice Amossé. C'est vous qui êtes à l'initiative de cette visite? Oui, Et vous êtes prof de quoi? d'écologie à l'école du paysage. Et c'est une sortie que je fais régulièrement en direction des 2e années. Parce que ce cours est axé sur l'étude des milieux naturels et c'est un exemple concret sur ces milieux humides qui sont importants à l'échelle non seulement du territoire national mais à l'échelle mondiale. Voilà. Et là, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que du coup, là, entre la théorie et la pratique, ça s'est assez bien rejoint, puisque du coup, quand on a fait un peu les plans et puis quand on a fait la mare avec ses différentes strates, on ne pensait pas qu'aussi rapidement la végétation allait répondre à ce niveau-là. Quand on voit ces strates, les massettes, comment on a commencé à prendre le dessus, mais on avait vraiment une première ceinture iris, jonc, genre de choses, et puis les massettes après.
Et ça, ouais, au bout de 6 mois, 1 an, donc ça c'était quand même une bonne surprise, ça répond aussi vite. Et puis les grenouilles rousses et tout, enfin, les amphibiens qui ont rejoint cette mare aussi très rapidement. Donc il y avait une attente au niveau Batraco, au niveau de l'habitat comme ça. Donc on entend pas mal de petites... Là c'est le réveil du printemps. Et il faut bien comprendre que là on n'a rien rajouté au niveau végétaux. Spontanément, les massettes sont revenues sur le bord de la mare, là où en période d'étiage, il y avait moins d'eau. Et puis comme ça, les gradients de végétaux se sont réinstallés naturellement, sans aucune instruction de notre part. Ça c'est assez impressionnant parce que dès l'année d'après, dès l'année qui a suivi, en N+1, on a retrouvé toute cette végétation qui est revenue toute seule. Et si on met les yeux au niveau de l'eau, on commence à apercevoir quelques pontes. Donc là, il y a certainement de l'agile et de la... Là, c'est agile plutôt. Agile, ouais. Et on les reconnaît parce que elles sont... Déjà, c'est la période. moins nombreuses. Oui, les et ça fait des petites grappes qui se disséminent un peu partout. Là. On en a là-bas, on en a un peu plus oui. loin, on en a pas mal aussi. Alors que la grenouille rousse, c'est vraiment un énorme truc. Quand les œufs éclosent, c'est impressionnant parce qu'il y a des petites grenouilles partout, ça grouille. Alors tout l'enjeu, c'est, nous on surveille ça de près parce que tout l'enjeu, c'est, on sait que cette zone-là, à partir du mois de juin-juillet, ça commence à s'assécher. Et là, les espèces, si elles sont bloquées ici, il y a une mortalité importante, quoi. Donc là, typiquement, c'est l'endroit, on a appelé ça, nous, la Carisset. Parce que quand on est intervenu, on n'avait que du carex ici. Donc on a encore beaucoup de carex, mais c'est en train de se développer différemment avec une diversité qui commence à s'installer. Mais ici avant, on était sur un milieu complètement boisé, donc complètement fermé. Donc on a réouvert ce puits de lumière de manière à créer un espace un peu privilégié pour nos amis les libellules. Et c'est vrai que quand on fait les visites ici, alors si vous venez ici au mois de juin, vous avez une nuée de libellules. C'est magnifique, hein, c'est vraiment noir de libellules. Parce qu'en fait c'était une zone, vous voyez, il y a vraiment un tout petit peu d'eau. Et après vous avez des supports à la fois de ponte et des supports de métamorphose pour les libellules, qui est super intéressant. Vous savez que la libellule, elle vit quasiment tout son temps à l'état de larve pendant au moins 4 ans. Elle vit à l'état de larve dans l'eau, donc dans la mare ou dans les espaces comme ça. Et puis à un moment donné, l'appel de la reproduction l'a fait se transformer, se métamorphoser à plusieurs reprises. Donc elle monte sur les zéolophytes, donc elle a besoin de ces supports-là. Quand on voit les libellules, en fait, il faut s'imaginer qu'on les voit à la fin de leur vie. Les champignons. On a eu les normes pour les PMR, ce qu'on appelle les personnes à mobilité réduite. Après, ils nous ont dit, par contre, aussi penser aux aveugles, aux sourds malentendants, etc. Là, on a commencé à dire, alors dites-moi ce qu'il faut. Ah bah ouais, mais si, il faut un fil d'Ariane, il faut les chasse-roues, il faut des balustrades. On a commencé à dire, c'est dommage parce que nous, c'était pas le principe du site, quoi. Donc on a respecté les normes minimales. Pour les PMR, donc les pentes, etc., la largeur, mais on n'a pas été plus loin dans le L'idée c'est que ça reste le plus naturel possible et que finalement le ponton, qu'il soit inclus dans le reste. Alors si on commence à mettre balustrade et autres, voilà, ça peut être un peu l'idée. Mais bon, nous c'est une vraie réflexion qu'on a eue au départ du projet par rapport à l'accessibilité, parce qu'on rend un milieu ouvert au public. On n'est pas dans l'esprit de mettre de côté une partie publique. Mais voilà, par rapport à la faisabilité de ces choses-là. Commencer à mettre des rambardes en bord de rivière. On en a déjà perdu 2 là-bas. Je pense qu'on va en perdre plus que 3, mais c'est bien. Comment oui, on va aller au sacrifice. Sacré géranium, tu sens bon la terre, et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq
Ce conte fleurette, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chat, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Une petite ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissables. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. Et après avoir entendu Dick Annegarn nous parler de son sacré géranium, on s'en retourne à l'endroit le plus mystique d'Erinceau, au milieu de totems de peupliers. Une zone de sacrifice ici. Paraît-il que les nuits de pleine lune, des gnomes qui viennent ici chanter avec des fées, paraît-il. Mais j'en ai jamais vu moi. Donc en fait ici, vous voyez, on est entouré des qu'on a appelé nous les totems. En fait c'est les reliquats des peupliers qui existaient ici. On a voulu les maintenir pour plusieurs raisons. D'abord pour témoigner un peu du passé, de l'idée qu'on se faisait de la valorisation des zones humides. Alors sur la vallée de la Cisse, mais comme partout ailleurs, les peupliers ça a été vraiment l'emblème pour valoriser une zone qui était insalubre, etc. Alors j'ai entendu plein de choses sur les peupliers. Alors les peupliers ça avale 30 litres d'eau par jour, ça permet d'assainir toutes les terres, c'était super. Et puis en 25 ans on se faisait une marge financière exceptionnelle, enfin j'ai entendu plein de choses. Toutes ces choses-là sont relativement fausses, voire complètement fausses. Les espèces hybrides qui sont utilisées en France et en Europe, ce sont des espèces hybrides américaines dont les feuilles en fait ne se dégradent pas dans nos milieux. Donc les feuilles qui tombent dans l'eau restent dans le fond, produisent des phénols qui sont écotoxiques pour beaucoup d'espèces aquatiques. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Donc sur les 25 peupliers, on en a gardé quand même quelques-uns en totem parce que lors de l'inventaire initial, on avait aussi considéré que ces arbres-là, qui sont des arbres morts, ils ne sont pas si morts que ça. Vous pouvez voir, il y a des petits trous. Ça sert aussi de nourrissage pour toutes les espèces qui sont les insectes saproxylophages, qui sont des insectes qui mangent les arbres morts. Alors c'est pour ça que en fait, vous voyez aussi des peupliers qui sont couchés un peu partout. On les a laissés tomber et on les a maintenus ici pour avoir. C'est toujours la même idée de créer des milieux, des micro-milieux qui sont favorables à certaines espèces. Exactement. Ouais. Ça peut pas être à crème. Elle a toujours comme ça. Là, le l'aulne, ça, là, on reconnaît. Voilà, le roi de nos rivières. L'aulne glutineux. Il pousse tout seul. Donc là, du coup, ça fait partie aussi de la convention avec la commune. Là, on leur demande depuis 3-4 ans de ne plus couper les arbres ici. Ah ouais. Alors ça, c'est un choc, c'est un changement. C'est difficile. C'est un choc des cultures. Ah oui, c'est. Donc on leur a expliqué que s'ils veulent éviter d'avoir des tôles en face comme ça, il faut laisser les arbres pousser pour que ça maintienne la rivière. Et donc voilà, la difficulté c'est ça, c'est oui mais on va plus voir la rivière, c'est un canal, il faut que ça soit ouvert. C'est pas évident.
Donc tout ça, c'est des repousses qui a 3-4 ans. Donc ça repousse naturellement. Vous avez des graines qui sont charriées par le cours d'eau, qui s'accrochent dans la berge et qui poussent naturellement. Donc ça, c'est vachement important en termes de pousse, en termes de renforcement des berges. Le fameux bras de contournement. Alors il faut le voir plus comme un bras d'alimentation qu'un bras de contournement. Cette partie-là, cette prise d'eau, elle vient se jeter dans la 6 après le barrage. Donc, ce qui permet théoriquement aux espèces qui ont besoin de migrer, comme l'anguille par exemple, ou le brochet, de passer par ce bras alternatif plutôt que de se casser le nez sur l'ouvrage. Le seul problème, c'est que ces petites espèces-là, elles ont quand même des exigences assez particulières, c'est qu'elles ont besoin, ce qu'on appelle en fait le débit d'attrait, elles ont besoin d'un courant qui est majoritaire pour passer sur un tracé plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que elle va, même s'il y a un tracé alternatif qui est adapté, elle va aller là où il y a le plus de courant. Donc là, vous voyez bien qu'il y a plus de courant ici que ici. Donc du coup, on respecte ici les conditions, on va dire, de passage piscicole, parce que les conditions de passage, donc c'est une vitesse de courant, il ne faut pas qu'il y ait trop de vitesse d'écoulement. Il faut un niveau d'eau qui soit au moins de 20 cm. Donc là, c'est bon. Donc ça, nous, ça a été travaillé avec la prise de l'eau. Le seul problème, c'est qu'il faudrait qu'on envoie un peu plus d'eau ici. Et si on envoie plus d'eau ici, ça veut dire que la partie amont, il y aura moins d'eau. Et là, on se heurte ce qu'on appelait tout à l'heure la nécessité de travailler avec les acteurs locaux. Ici, on a un propriétaire d'ouvrage qui a un droit d'eau. Donc le droit d'eau, c'est le droit d'utiliser de l'eau. Même s'il n'y a plus de meunerie, il faut quand même un niveau d'eau. Donc à la rigueur, ce propriétaire-là, il n'est pas trop emmerdant, on va dire, il n'est pas trop exigeant. Par contre, le problème, c'est que vous avez toute la partie amont. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des coups de pêche. Et donc ça, je l'expliquais tout à l'heure en aparté. Donc ça fait depuis le XIIIe siècle que c'est installé. Donc il s'est quand même installé une certaine habitude qui consiste à dire que le niveau d'eau de la 6 doit être toujours le même. Qu'on soit en période de crue ou qu'on soit en période plutôt sèche, le niveau d'eau doit être le même. Et à partir du moment où le niveau d'eau commence à évoluer, on a une pétition dans les 2 jours qui arrive sur le bureau du maire pour dire c'est pas normal, il faut que le niveau d'eau reste le même, etc. Il y a des usages qui se sont installés et qui sont un peu en contradiction avec des objectifs environnementaux. Oui, puis des nouveaux usages à venir aussi. Il y a ça aussi que la vie, elle évolue. Oui, mais vous savez, les moulins, c'est fini. C'est un patrimoine, d'accord, certes, mais c'est fini. Je veux dire, sinon, on garderait les châteaux forts avec les douves et puis on se balancerait de l'huile chaude dès qu'il y a un problème. C'est fini, on a changé. Maintenant, les châteaux, on les visite. Même parfois, c'est des gîtes, etc. Bon, ben là, il faut aussi modifier les choses. Les moulins, qu'il n'y ait plus d'eau à côté du moulin, peut-être que c'est pas si grave que ça, finalement. Faites passer ça, vous allez voir. C'est pas évident. Donc, on est aussi à l'échelle du compromis aussi. C'est-à-dire que voilà, quelle est c'est la part des choses entre ces différents usagers. Quel est le parti pris? Sachant qu'il faut toujours faire de la pédagogie, il faut expliquer. Ça sera plus drôle aussi après. Tu seras l'interface de tout ça. Et comment tu réagis, comment tu défends ton projet en respectant tous les usages. Il y a quand même la loi qui nous aide de plus en plus, notamment les ouvrages. Il y a les lois qui disent que maintenant, c'était en 2015, non c'était en 2017. 2017, ouais. Où tous les ouvrages doivent être franchissables pour le poisson. Tu connaissais déjà les zones limites? Un peu, on a vu ça un peu. Ouais. On avait déjà vu les différents milieux, on avait vu par exemple les étangs en Sologne. Mais là, c'était vraiment l'aménagement la démarche du syndicat, de comment ils ont fait pour améliorer le site et le valoriser. Et c'est là où c'est intéressant, quoi. L'église qu'il y a là-bas, qui est une église qui a été aussi créée au XIIe siècle par les fameux moines qui ont fait le moulin. Donc du coup, ça nous fait une petite réunion entre l'histoire et le présent, quoi, et nos problématiques présentes. Sur le paysage, il y a différents plans, là, c'est intéressant. Vous n'avez pas les descriptifs avant. La visite se termine. Je crois qu'on a fini les 10 endroits, les 10 milieux différents. Ouais, tout ça c'est pas nous, hein, enfin
qu'il y avait avant. C'est ce que je disais, je pense que lors de la création... Cette émission touche à sa fin, nous espérons qu'elle vous a plu et nous ne pouvons que vous conseiller de profiter du printemps qui débute pour aller vous promener au Rinceau à Molyneuf. Je vous laisse en compagnie de Bobby Lapointe sur Studio Zef et je vous dis à bientôt. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette, la maman des poissons. Elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie, et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux ouïes, leur montrant comment sans ennui on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des raies bleues sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. J'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique: ah, qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette, la maman des poissons, elle est bien gentille.